Bonjour à tous, je suis Valérie Frankel, biologiste au laboratoire d'immunologie de l'hôpital Henri Mondor et nous allons écouter aujourd'hui Ager Abroud, le docteur Ager Abroud qui est biologiste avec moi au laboratoire d'immunologie et qui va présenter le rôle pronostic de la glycosylation des chaînes légères d'immunoglobulines dans le risque de progression des gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Bonjour à tous. Comme l'a précisé Dr Valérie Frankel, je vais vous présenter aujourd'hui un article qui traite de la N-glycosylation des chaînes légères libre monoclonales évaluée par Massfix et l'évaluation de ce paramètre en tant que facteur de risque dans la progression des MGUS. Donc, on va commencer peut-être par une petite introduction. Je ne sais pas si ça a une valeur ajoutée, mais je vais quand même parler un peu de la définition de l'amylose AL qui correspond à une maladie de... Gère, il faudrait partager votre écran. Donc, on va parler de la N-glycosylation des chaînes légères libres monoclonales et évaluée par masse fixe. Et on va évaluer ce paramètre en tant que facteur de risque pour la progression des MGUS. L'amylose AL est une maladie de dépôt extracellulaire de fibrilles insolubles de chaînes légères libres monoclonales qui est produite par un clone plasmocytaire effréné, on va dire. Et elle peut être systémique ou localisée. Donc, l'amylose AL correspond un peu au chevauchement entre deux entités qui sont les amyloses en général et les gammapathies monoclonales. L'étude des chaînes légères libres monoclonales est un élément clé, que ce soit dans le diagnostic des gammapathies. C'est un élément aussi dans la stratification du risque de progression d'un MBUS dans le score de la Mayo clinique. Et ça a une place primordiale dans le suivi des patients amylose AL traités. Donc, je vais rapidement présenter le score de risque de la Mayo clinique qui est composé de trois facteurs. Le taux de protéines monoclonales qui ici est supérieur à 15 grammes par litre et décompté comme un facteur de risque, l'isotype non IgG et le rapport des chaînes légères kappa sur lambda. Donc, on voit bien que le risque de progression à 20 ans est proportionnel au nombre de facteurs impliqués. Donc, quand on parle de gammapathie à chaîne légère et de l'association à une amylose AL, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est que ce n'est pas toutes les chaînes légères libres monoclonales qui ont tendance à former un dépôt amyloïde. Il y a des facteurs qui interviennent et qui donnent une tendance à la chaîne légère libre monoclonale à former ce dépôt amyloïde. Ça peut dépendre de la séquence qui détermine du coup l'hydrophobicité, la charge, cette capacité à former les feuillets bêta-plissés. On parle aussi de la capacité de la chaîne légère aussi entre forme dimère et monomère, sachant que la forme monomère est essentielle dans la première étape de la formation des dépôts amyloïdes. Et on parle également des modifications post-traductionnelles, notamment l'oxydation ou bien la glycosylation. Dans l'article que je vais vous présenter, il s'agit de la M-glycosylation qui est en focus. Donc, la question posée par l'article, c'est est-ce que la N-glycosylation des chaînes légères libres monoclonales évaluée par Massfix constitue un facteur de risque de progression vers une gammapathie de signification clinique en général et vers l'amylose AL plus particulièrement? Pour la méthode, il s'agit d'une cohorte de 414 patients MBUS issus d'une étude épidémiologique aux États-Unis du comté d'Olmsted. Tous les patients avaient un âge supérieur à 50 ans. L'inclusion a commencé en 1995 et le suivi médian s'est étalé à 22 ans. Donc, sur ces 414 patients MBUS, il y avait 25 patients qui ont présenté une N-glycosylation. L'analyse statistique a utilisé pour les variables continues le test T, qui 2. Pour les progressions et les survies, ça a été évalué par Kaplan-Meier. Et l'association entre progression et glycosylation a utilisé la régression de Cox. Donc, l'objectif principal, c'était de voir le taux de progression vers une gammapathie de signification clinique et plus particulièrement vers l'amylose AL. Je voulais aussi vous présenter vite fait de quoi il s'agit pour la N-glycosylation. Il s'agit de la fixation d'un groupe oligosaccharidique au niveau d'une asparagine, mais il faut qu'il y ait, pour que cette fixation se fasse, il faut qu'il y ait une séquence consensus qui se présente comme suit: asparagine, un acide aminé autre que la proline, ensuite soit une sérine, soit une thréonine. Donc, la présence de cette séquence consensus est primordiale pour la N-glycosylation. Pour la masse fixe, il s'agit d'une méthode qui associe
la spectro de masse, le mal dit TOF, a une étape préliminaire de nanobody enrichment et ça permet la détection des protéines monoclonales. Donc, ça permet, comme l'immunofixation, de détecter la chaîne lourde, la chaîne légère, mais en plus comme valeur ajoutée par rapport à l'immunofixation, c'est qu'elle permet de détecter des modifications telles que la N-glycosylation. Pour les résultats, il fallait d'abord s'assurer que les deux populations, que ce soit patients avec chaîne légère libre N-glycosylée ou pas, étaient plus ou moins similaires pour ne pas introduire un biais. Donc, en fait, les deux populations, que ce soit N-glycosylée ou non N-glycosylée, ils ont des données démographiques similaires. Des scores de risque de progression en termes de distribution de scores de risque, c'est pareil. Les données biologiques sont similaires à l'exception de deux éléments, le ratio FLC et la protéinurie par 24 heures. Donc, le ratio, il a tendance à être plus déformé chez les patients N-glycosylés et la protéinurie est paradoxalement faible chez les patients N-glycosylés. Donc, pour la présentation des premiers résultats, si on se focalise sur toutes les progressions, y compris les amyloses AL, on voit bien que dans le groupe N-glycosylé, il y a 48% qui ont progressé versus juste 10% chez le second groupe. Si on se focalise juste sur l'amylose AL, on voit bien qu'il y a 16% de progression chez les N-glycosylés versus uniquement 1,8% chez les non-N-glycosylés. Donc, clairement, il y a plus de progression dans le groupe avec chaîne légère libre N-glycosylée. Donc, pour les Kaplan-Meier, on voit bien ici qu'il y a un décrochage. Alors, je vous explique un peu le graphe. En bleu, c'est la cohorte avec chaîne légère libre non N-glycosylée. Et en rouge, c'est chaîne légère N-glycosylée. Et ça, c'est le suivi qui s'étend jusqu'à entre 20 et 25 ans. On a dit que c'était 22 ans en médian. Donc, on voit bien qu'en rouge, le groupe avec chaîne légère libre N-glycosylée, les patients ont plus tendance à progresser, puisque là, en ordonnée, on a les progression free, donc ceux qui ne progressent pas. Donc, on voit bien que ça se décroche. En termes de pourcentage, c'est à 20 ans. Pour les chaînes légères N-glycosylées, on a 66,6% de progression vers tout type de gammapathie à signification clinique, versus juste 13,4% chez les patients qui n'ont pas de N-glycosylation. Alors, si on prend en considération en fait, on est sur une cohorte qui est assez âgée. L'âge, il est supérieur à 50 ans. Le suivi s'est étendu sur 22 ans. Donc, il y a un risque concurrent de mortalité. Et si on prend en considération ce risque-là, on voit bien que même dans ces conditions-là, le groupe avec chaîne légère libre N-glycosylée présente plus de risque de progression avec 50% chez ce groupe-là versus 9,4% chez le groupe qui n'a pas de N-glycosylation. Si on se focus juste sur l'amylose AL, on voit bien que pareil, dès qu'on a une N-glycosylation, ça donne un risque accru de progresser. On est à 21% chez cette population versus uniquement 3% chez les populations qui n'ont pas de N-glycosylation. Et si, pareil, on prend en considération le risque concurrent de mortalité, on a quand même une différence avec 16% chez les patients avec chaîne légère N-glycosylée versus 1,9 uniquement sans N-glycosylation. Donc là, on va évaluer le risque relatif de progression en considérant que le groupe sans N-glycosylation est la référence. Et on voit bien que chez les patients avec N-glycosylation, on a 6 fois plus de chances de progresser vers toute gammapathie monoclonale. Et quand on fait une analyse multivariée en prenant en considération les autres facteurs, notamment le score de risque de progression de la Mayo clinique, on voit que ce facteur est renforcé et on est à 7,8 d'hazard ratio avec cette N-glycosylation. Donc, pour la discussion, en fait, on suspecte que cette N-glycosylation donne une conformation plus amyloïdogène des chaînes légères. Ce marqueur peut précéder de plusieurs années l'apparition clinique de l'amylose. Et l'information qui était un peu surprenante, c'est que même chez les patients, même les progressions non AL chez les patients avec chaîne légère N-glycosylée étaient observées. Donc, on avait, pour les patients qui ont progressé, faire d'autres gammapathies, elles étaient également plus importantes avec la N-glycosylation.
Donc, l'hypothèse qui a été évoquée, c'est que chez ces patients-là, il y avait peut-être également une amylose sous-jacente qui n'était pas encore diagnostiquée. Pour l'implication clinique face à cette étude, c'est que pour les patients Angus avec N-glycosylation, on a proposé une surveillance plus étroite et un screening de principe de l'amylose par un marquage au rouge Congo sur un prélèvement soit de moelle, soit de graisse, des dosages du NT-proBNP et de l'albuminurie. Ce qui est préconisé, en fait, c'est de considérer les patients Angus avec chaîne légère libre monoclonale N-glycosylée comme à haut risque, quel que soit le score de la Mayo clinique observé. Donc, en fait, cette méthode de masse fixe constitue un outil sensible permettant de détecter la glycosylation des chaînes légères, mais il y a le facteur financier, c'est pas une méthode qui est donnée, et du coup, son implication en routine peut être un peu délicate. La N-glycosylation est très clairement un marqueur pronostic fort de progression des Angus vers NAL ou vers toute autre gammapathie de signification clinique. Le risque de progression, on l'a vu, il est multiplié par environ 7 et il est indépendant du risque de la maillot clinique. Donc, s'il y a un message à take home message, c'est qu'un patient Angus avec N-glycosylation est un patient à haut risque de progression. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute pour vos questions. Merci, Ager. Je sais pas, vous m'entendez là de nouveau? Ouais, très bien. Voilà, donc j'ai regardé les questions du chat qui finalement rejoignent celles que moi-même je voulais poser à Ager. La première question, c'est avec cette technique, comment ils peuvent être sûrs que les modifications du temps de vol des protéines là, dans la spectrométrie de masse correspondent vraiment à des glycosylations? D'accord. En fait, j'ai fait un diaporama qui était un peu plus large que ce que j'ai présenté. Je voulais vous montrer. En fait, sur l'article, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Non, Alors, on va revenir. Bon, les autres questions, ça tournait autour de l'utilisation en routine. C'est clairement pas de la routine pour l'instant. Les automates sont très coûteux et il n'y a pas encore de recommandations suffisamment fortes pour qu'on puisse justifier l'achat d'un tel matériel. Et puis, à ma connaissance, c'était pas encore complètement au point pour un usage courant en routine. Il y avait encore enfin, c'était encore plus ou moins en test. Peut-être que Bénédicte, elle pourra en parler aussi. Vas-y, Agère, je te coupe plus. Alors, vous voyez mon écran? ouais, En fait, certainement. dans cet article-là, ils sont partis du principe que ce qu'ils voyaient en masse fixe, c'était des chaînes légères N-glycosylées, mais c'était basé sur d'autres travaux qui ont été publiés dans d'autres articles. Du coup, en fait, pour prouver que ce qu'ils voyaient comme pic en masse fixe était bien des formes N-glycosylées, ils ont fait des déglycosylations. Ils prennent le prélèvement, ils le passent avant traitement par la peptide N-glucosidase F, qui va virer ces groupements de polysaccharides fixés en N. Et ils comparent, ils repassent le prélèvement après traitement par cette peptidase, par cette glucosidase en masse fixe. Donc là, ce qu'on voit par exemple ici, c'est la migration initiale, et ça, c'est après traitement par peptide N-glucosidase F. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a eu un shift du pic. Donc, c'est dû au fait que la masse a baissé, puisqu'on a enlevé ces groupements oligosaccharidiques. Et quand ils ont fait la différence entre les masses observées ici et sur le pic après déglycosylation, ça correspondait bien aux groupements qu'on observe qui sont greffés lors de la N-glycosylation. Donc ça, c'était la première manip qui a visé à prouver que ce qu'on observe, c'était bien des monoclonales N-glycosylées. Et ça, bien sûr, en fait, on en fait une librairie de comparaison. La deuxième technique, c'était du séquençage de l'ADN complémentaire et ils ont prouvé en fait que pour les patients qui présentent la N-glycosylation au niveau de la chaîne légère libre monoclonale, il y a eu des mutations somatiques qui ont créé le site consensus que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la sérine, un acide aminé X autre que la proline, ensuite qui est l'asparagine X,
ensuite X, ensuite soit sérine, soit thréonine. Donc, dès qu'il y a une création de cette séquence consensus, la N-glycosylation est possible. Et du coup, c'est ce qui rend la chaîne légère ouverte à la N-glycosylation, on va dire. Donc, ça, c'était les deux trucs pour justifier leur manip. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la mutation, au passage par le centre germinatif et aux mutations acquises dans le gène d'immunoglobuline à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas de biais, il y a pas de biais en fonction de la classe de l'immunoglobuline ou de sa sous-classe, ça n'a rien à voir. Non, non. Et est-ce que ça peut évoluer dans le temps? Il y avait une question autour de ça. Est-ce qu'ils ont exploré des patients de façon longitudinale pour voir si des patients qui n'avaient pas de glycosylation pouvaient en acquérir ultérieurement ou... Non, je pense pas. En fait, ça a été caractérisé au début. Ensuite, il y a eu juste le suivi par rapport à la progression, mais la chaîne légère libre monoclonale n'a pas été réévaluée en cours de suivi. D'accord. Euh, Et ils n'ont pas d'explication pour la différence de ratio de chaîne légère libre entre les groupes avec et sans N-glycosylation. Ça, ils n'en ont pas parlé. Non plus.